tous ces précieux conseils. Surtout, soyez très vigilants. Appelez l'avocat, le notaire, le tiers de confiance, Bérénice, on ne cessera jamais de le dire. Et méfiez-vous des appels trompeurs. Il faut toujours faire attention. Il est temps maintenant de recevoir pour cette première partie d'entretien notre invité. Bonjour Yannick Borde. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes président du réseau Procivis. Vous allez nous en parler pour qu'on vous connaisse encore mieux. C'est un réseau majeur. Il est engagé de longue date dans l'accession à la propriété et dans l'habitat durable. Un grand merci d'être venu en plateau. Je sais que vous habitez en province. Vous êtes venu spécialement pour cette émission dans ce week-end. Est-ce que, juste quelques mots pour nous présenter le réseau Procivis, parce que je crois que vous avez un modèle unique en son genre. Donc le réseau Procivis, c'est un très vieux réseau puisque les sociétés, leur origine, c'est le début du XXe siècle. C'est une loi de 1908 qui est la loi Ribot, qui était de favoriser l'accession à la propriété des personnes méritantes et laborieuses. C'est bien et c'est pas où. Donc on est né avec ça. Nous, voilà, donc ça engage quand même un petit peu. Ouais. Aujourd'hui, c'est un réseau de 44 sociétés qui a fait sur les 2 dernières années à peu près 1,5 milliard, 1,6 milliard de chiffre d'affaires en 2024 et en 2025, qui est à la fois promoteur immobilier avec une très grande proportion d'opérations en accession sociale à la propriété, on en reparlera, qui est un acteur aussi de la construction de maisons individuelles, qui est le 4e réseau d'administrateurs de biens, qui est aussi à la gouvernance d'un ensemble d'organismes HLM. Qu'on est très proche des institutions HLM, on est membre de l'Union sociale pour l'habitat, et puis qui a la particularité d'être, comme vous l'avez souligné, en statut coopératif, ce qui fait que, particularité de nos statuts, c'est que notre performance économique, elle n'est pas captée par des actionnaires, elle reste dans nos entreprises, dans nos groupes. Donc elle sert à notre développement. Et vous la réinvestissez dans l'outil. Elle sert au développement de nos activités. Elle sert aussi, surtout dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui, un peu à la sécurisation de nos sociétés. Et puis à des engagements sociétaux dans le secteur du logement, puisqu'on accompagne un petit peu dans ce que j'ai entendu tout à l'heure sur les aides, notamment le préfinancement des aides publiques. Et c'est un engagement collectif de 500 millions d'euros sur la période 2023-2030. Alors, le contexte, vous le savez, est compliqué pour le logement. Avec maintenant, on espère qu'avec le dispositif Jean Brun, qui est allé sur les rails des travaux faits par Valérie Létard, je ne cesserai de le répéter, est-ce qu'il est plus difficile aujourd'hui de se loger qu'il y a 10 ou 15 ans? Et je vais enchaîner avec cette seconde question, mais qu'est-ce qui bloque le plus? Parce qu'on se dit, c'est quand même compliqué. Bérénice l'a dit dans son journal. Les revenus ont augmenté de 22%. Et pourtant, on peine à se loger. Accès au crédit, manque d'offres. Qu'est-ce qui se passe dans le landerneau de l'immobilier? Alors, notre lecture, nous, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'immobilier, c'est une chaîne. Cette chaîne, et très souvent, on a trop cloisonné un petit peu tout ça. On a voulu traiter la question du parc locatif, on a voulu traiter la question de la construction neuve. Or, aujourd'hui, il y a une notion que nous, on prône et on défend beaucoup, c'est le parcours résidentiel. Le parcours résidentiel, c'est que quand vous êtes jeune, vous êtes plutôt première situation, c'est plutôt d'être locataire du parc social, du parc privé. Puis à un moment donné, il faut favoriser les choses si vous voulez pouvoir accéder à la propriété. Et puis on peut comme ça aller jusqu'à l'âge un peu plus avancé. Donc on a régulièrement des sujets logement à traiter. Et en fin de compte, cette chaîne, elles seront régulièrement par un certain nombre de dispositifs qui sont venus la contrarier. Et c'est vrai que depuis 2017, on a un discours, voilà, il y a eu une inflexion avec l'arrivée du président de la République sur la question du logement et notamment de la construction neuve et de la relation au logement, qui a été plutôt une politique d'arbitrage budgétaire qu'une vraie politique sociale. Or, se loger, quelle que soit sa situation financière, son âge, etc., c'est quand même une nécessité. Donc, il y a eu cette rupture-là. Quand vous dites arbitrage budgétaire, vous voulez dire qu'on a sacrifié une politique de logement? Quand on commence en 2018 à dire on supprime l'appel accession, quand on continue... Mauvais signal, hein. Oui, qui est quand même un élément de solvabilisation des populations modestes pour devenir propriétaires. Et donc, si on casse ça, on empêche ces populations de sortir du parc locatif, social ou privé. Et si on les empêche de sortir du parc locatif, social ou privé, on empêche ceux qui pourraient y rentrer, d'y rentrer. Après est venu se greffer les crises successives qu'on a connues, et notamment la question des taux d'intérêt et la crise liée à la crise ukrainienne, la crise énergétique, qui effectivement a impacté très massivement le pouvoir d'achat. Et puis une politique d'accompagnement de la construction neuve qui a été très compliquée. Vous avez parlé à plusieurs reprises des municipales. Ok, aujourd'hui il y a un discours où le logement est pratiquement sur le dossier de la pile avec la sécurité dans les échéances municipales. Je suis aussi élu, donc je me permets souvent de dire un peu de mal aussi de mes collègues élus. La motivation sur la construction, elle est quand même très inégale. Vous n'avez pas l'impression qu'on fustige un peu trop facilement les maires là-dessus ? Parce que, attendez, on vous a enlevé la taxe d'habitation, on vous a enlevé des leviers fiscaux, de recettes.
On vous a transféré des compétences sans y associer les recettes. À un moment donné, on peut comprendre le maire qui se dit, bon, stop à la construction neuve, parce qu'il va falloir que je fasse des routes, des services publics, etc. Vous le savez, vous êtes maire. Oui, mais je partage pas ces analyses-là, parce qu'aujourd'hui, d'abord, même si c'est pas du euro, faut arrêter de dire qu'on nous a supprimé la taxe d'habitation. On nous l'a compensé, la taxe d'habitation. C'est pas à l'euro. Oui, pardonnez-moi, mais c'est très inégal. C'est très inégal. C'est pas une compensation à l'euro près. Il y a des Je suis d'accord. On perd un peu la dynamique. Bien sûr. Mais on peut toujours dire que c'est ça le problème. C'est quand même, à mon sens, quand même assez. C'est insuffisant en tout cas de. Oui, mais je peux comprendre le maire qui dit. Aujourd'hui, là où, en tant que maire, il faut qu'on ait un discours qui tienne la route et qui soit cohérent, c'est que vous pouvez pas prôner. Je connais pas de maire qui disent le contraire. Le développement économique, par exemple, sans soutenir une politique d'habitat. Ça marche pas. Oui. Si vous voulez accueillir des entreprises, demain, il faut construire. Et puis, il y a un sujet quand même de desserrement des ménages. On est moins aujourd'hui dans chaque logement, si bien que même pour maintenir une population sur un territoire, faut construire. Donc à un moment donné, c'est pas facile partout. Il y a la question foncière, il y a plein de sujets, mais ça doit nécessairement être une composante d'une politique locale. Voilà, on va poursuivre avec vous, Yannick Borde. Merci d'avoir fait le trajet pour venir nous voir et parler d'immobilier. On va justement on va dire évaluer, en tout cas évoquer toutes les problématiques autour du logement. Et ensuite, on s'interrogera avec vous sur notre maison saine, vivre sainement dans sa maison, n'est-ce pas, Grégoire? Et oui, Sylvain, et on parlera de travaux. Tout simplement. Voilà. Écoutez, on est de retour avec vous, Yannick Borde, président du réseau Procivis. On va poursuivre cette conversation. On l'a dit, ça bloque au niveau de la politique du logement. Je vais faire une question de journaliste, mais est-ce que tout est politique dans le logement, finalement? Regardez, puissance du maire, puissance de la préfecture, région, département, exécutif. On a l'impression que l'équation est quand même difficile à trouver. Est-ce que la source ou le salut ne viendra pas finalement d'une vraie volonté politique? La volonté politique, elle est variable. C'est-à-dire qu'effectivement, dans la question du logement, on l'appréhende souvent par une politique nationale qui fait un peu... C'est elle qui fait la chronique un petit peu, qui fait la cause de tous les débats. Or, si les élus locaux veulent pas l'appliquer, entre les deux, il n'y a pas vraiment de fil conducteur. C'est-à-dire que voilà, si on veut construire, on peut construire. Aujourd'hui, il faut arrêter de dire que c'est pas possible. Et si on veut pas construire, on n'aide pas à la construction. Après, ça reste quand même aussi un secteur d'activité où, quand on parle d'une politique nationale, je ne veux pas dire qu'elle est à ajuster dans 35 000 communes différentes, mais elle est très variable sur le territoire. La problématique des grandes métropoles, la problématique du littoral, la problématique des villes moyennes qui ont connu un regain d'attractivité depuis quelques années, ça s'appréhende pas partout. La question de la densification qui a parfois été, quand un ministre du logement nous avait dit il y a quelques temps qu'il fallait plus construire de maisons individuelles. Bon, effectivement, quand vous êtes sur Paris ou l'Île-de-France, c'est peut-être une stratégie qui peut s'appréhender. Oui, quand vous êtes en zone, quand vous êtes dans d'autres territoires, c'est pas pareil. Donc on a une complexité de la matière que nous, en tant qu'opérateurs et acteurs, on revendique. Et puis, à l'aube des échéances municipales, c'est vrai que les nouveaux élus qui vont arriver le 23 mars prochain, qui seront élus à partir du 22 mars prochain, quand on va leur parler de PLH, de PLU, de programmation HLM, d'insalubrité et de choses comme ça, alors pour peu qu'ils n'aient pas évolué dans le secteur du logement, ça va prendre du temps pour les acculturer. Comme chaque année, vous lisez le rapport de la Fondation pour le logement des défavorisés. Le 31e a été publié. On a l'impression que l'espoir du logement pour les Français s'éloigne de plus en plus. D'ailleurs, on l'a dit, c'est devenu un produit de luxe maintenant, l'immobilier. On a l'impression également que les travaux de rénovation énergétique, ça patine un peu. Et vous avez été appelé en son temps sur un rapport pour travailler sur une banque de la rénovation. C'est le Premier ministre qui vous avait chargé de cette mission. Moi, j'ai envie de vous poser la question. Quelle est l'équation que vous arrivez à résoudre entre ce logement de production neuve qui est nécessaire à l'équilibre du logement public, mais également le formidable chantier du siècle de la rénovation énergétique dont on parle chaque semaine sur Sud Radio. Est-ce que l'équation viendra forcément des financements publics ou n'y a-t-il pas là, peut-être également, des leviers à trouver? Yannick Borde. Tout à l'heure, vous avez évoqué des aides sur les travaux qui sont méconnus. Sur l'accession à la propriété, c'est un peu pareil. Aujourd'hui, il existe des dispositifs d'accompagnement à l'accession sociale à la propriété. Par exemple, la location accession, qui permet de tester une phase locative avant d'acheter. C'est-à-dire, concrètement, ça veut dire quoi? C'est un logement neuf, vous êtes
entre 2 et 4 ans locataire, et à tout moment, vous pouvez lever l'option pour acheter, vous bénéficiez d'une TVA réduite, vous bénéficiez d'une exonération de taxe foncière 15 ans. Est-ce qu'on déduit les loyers versés ? Non, pas spécialement, mais ça s'amortit un petit peu. Il y a une décote qui peut être ce qu'on appelle la part acquisitive, qui est une partie du loyer qui peut être enlevée du prix, enfin qui est enlevée du prix, pardon. C'est éligible au prêt à taux zéro, donc voilà, c'est un dispositif. Le bail réel solidaire, qui est la dissociation du foncier et du bâti, où vous achetez que le bâti et vous êtes locataire du foncier, c'est, suivant les territoires et suivant le poids du foncier, entre 25 et 30% d'écart de prix. Donc je pense qu'avec ce qui s'est passé avec les augmentations de prix, la crise des taux d'intérêt, on a mis dans la tête de beaucoup de personnes que c'était plus à leur portée, financièrement. Et donc ça, il faut on a tous à réexpliquer, redire et rassurer sur tout ça. Mais quand on vous dit que ça coûte plus cher de se loger dans le neuf, toute cette logorée finalement autour, c'est juste ou c'est faux? Parce que c'est vrai que vous maîtrisez pas les coûts de construction, vous maîtrisez pas le coût des matières premières, le coût, l'économie de manœuvre qui est quand même pas neutre du tout. Comment on fait justement pour rendre encore une fois le logement neuf abordable pour les Français? Alors, il y a les dispositifs que j'ai évoqués, mais l'écart entre le neuf et l'ancien, il est extrêmement variable suivant les territoires. Je suis désolé, mais un rente par pain, ça coûte à peu près partout pareil. Sauf qu'il y a des marchés à 3 000 € en neuf et il y a des marchés à 6 000 €. Ah, c'est clair. Donc l'écart entre l'ancien, le prix de l'existant et le prix du neuf, il est très variable suivant les territoires. Donc je pense qu'il n'y a pas... je pense que le conseil à donner à tous ceux qui souhaiteraient au moins explorer, c'est de pas s'auto-censurer et d'essayer d'aller voir des opérateurs, des promoteurs, des constructeurs de maisons individuelles, leurs banquiers, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre de dispositifs. Je rappelle aussi que sur la loi de finances 2025, que je me trompe pas, ouais, on a réussi à réintégrer le prêt à taux zéro sur tous les produits neufs. Il avait été sanctionné en 2024 sur la maison individuelle, et tout de suite, ça a permis de faire revenir et de se resolvabiliser un certain nombre de ménages. Donc, tous ensemble, je pense qu'il faut essayer de dire aux accédants potentiels, ceux qui ont envie, essayez, regardez, ne vous auto-censurez pas. C'est abordable sans doute aujourd'hui pour plus de gens que l'on pense. Et puis sur la question de la rénovation, le sujet est plus complexe parce qu'il s'appréhende différemment quand vous êtes dans une maison individuelle. En gros, chacun a un peu le temps et puis c'est moins compliqué. Le processus de décision, il appartient au propriétaire, que dans une copropriété où là, l'enjeu est un petit peu plus complexe. Et effectivement, dans la mission que m'avait confié, non pas le Premier ministre Sylvain, si je peux me permettre, mais deux ministres du logement et de l'économie, ce qui est déjà pas mal. Oui, pas mal. Effectivement, c'est-à-dire comment est-ce qu'on essaye d'accélérer cette massification avec une position qui est la mienne, ou celle du réseau Procivis en tout cas, c'est que, ça a été dit tout à l'heure avec les aides, avec Laurence, c'est que l'État a fait une partie du job quand même sur le sujet, notamment avec ma prime rénov, avec un certain nombre de sujets. Les collectivités locales, alors c'est très variable suivant les territoires, ont aussi une contribution dans leur politique locale de l'habitat. Maintenant, il y a des acteurs qui doivent massifier ça, c'est notamment les acteurs bancaires. C'est très clair. On va poursuivre cette conversation parce qu'on veut vous garder dans cette émission pour une dernière partie, ce qui sera la grande question, c'est justement le modèle d'accession à la propriété avec le logement social et le rôle du logement social. Et on enfoncera le clou justement sur le principe de la rénovation énergétique. Voilà, il est temps maintenant de parler de notre maison saine.